Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, j'étais, maintenant je suis à la retraite et je suis bénévole au CNEFAS, donc j'étais contrôleur aérien. Mais merci infiniment pour cette journée de partage, avec l'intérêt de s'écouter, je trouve, et de se comprendre. On est tous différents, mais je pense que c'est très intéressant. Cela ne vous a pas échappé que suite à notre parcours professionnel, notre mot-clé, c'est la sécurité. Donc, on ne reviendra pas dessus. Et bien entendu, le CNEFAS, qui est le Conseil national donc des fédérations d'aviation légère et sportive, ont un maître mot, c'est la sécurité. Donc, on ne reviendra pas. Nous n'irons pas donc à l'encontre de ça. Je rejoins aussi Madame Renaud pour dire que les termes employés, que nous allons employer, sont très, très importants. Voilà. Donc, comme on pense que la digestion est difficile, on va faire un ping-pong avec mon collègue. Comme ça, peut-être que ça va dynamiser notre PowerPoint. Alors, je ne sais pas si la présentation va être belle, mais en tout cas, on va essayer de vous la rendre intéressante. Voilà. Alors, moi, la technique. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives? C'est donc formé par les 9 présidents des fédérations. Les 9 fédérations qui appartiennent au CNEFAS, c'est donc la Fédération française aéronautique, la Fédération française d'aéromodélisme, les ballons, les hélicoptères, qui font partie de la FFH, sinon avec la FNAM, les parachutismes, les ULM, le vol libre, donc les parapentes Delta, le vol en planeur, c'est plus le vol à voile, c'est le vol en planeur, et les réseaux sport de l'air, qui sont donc les constructions amateurs. Donc, simplement, donc voilà quelques usagers que nous pouvons rencontrer donc, au CNEFAS, que ce soit les ballons, qui volent donc du sol à plus, des hélicoptères. Donc nous allons travailler surtout sur des plutôt basses hauteurs, souvent inférieures au niveau 115. Voilà. Voilà, nous avons quelques photos. Là, ce sont des aéromodèles, des petits, des plus gros. Nous en avons des moins de 800 grammes, des plus de 800 grammes. Voilà, donc on voit un petit peu de tout à l'aéromodélisme. Donc, avant de passer la parole à Jean-Philippe pour le reste, nous, pour le CNEFAS, on veut vraiment distinguer donc, 3 grands types de drones. Pour nous, les drones qui évoluent pour le loisir, et c'est pour ça que les termes employés sont pour nous importants, qui évoluent pour le loisir et la compétition, qui appartiennent à la Fédération d'aéromodélisme, pour nous, ce sont vraiment des aéromodèles. C'est le loisir, la compétition sur des sites publiés, bien répertoriés, et qui appartiennent à la Fédération FFAM d'aéromodélisme. Ensuite, on a les drones, on va rejoindre un petit peu les exposés qui ont été faits ce matin, avec le cheminot, le SDIS. Donc, nous avons les drones qui évoluent avec une activité bien particulière, dans une ZRT ou hors ZRT, on va voir pourquoi. L'utilisation des drones à des fins d'essai, de contrôle ou pour des vols d'expérimentation, et puis les exercices militaires qui arrivent temporairement et qui peuvent être éventuellement des contraintes pour nous, l'aviation légère et sportive. Donc les 9 fédérations qui sont dans le CNEFAS. À toi, Jean-Philippe. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, bonjour. Voilà, ça sera mieux. Donc voilà, vous avez bien compris, il y a une multiplicité d'acteurs et d'usagers de l'espace aérien et on a tous la même problématique, c'est notre sécurité. J'ai entendu ce matin la sécurité même du drone, parce que 500 000 € le drone, je comprends très bien qu'on veuille y faire attention. Il y a des humains, des pilotes de drone, il y a des humains, pilotes d'ULM, pilotes de parapente, il ne faut pas les oublier aussi. Et eux, les parapentistes comme les dronistes, n'ont pas de radio, n'ont pas beaucoup de batterie, à part sur le drone. Donc il y a vraiment un problème pour trouver un point commun. Le point commun, c'est ce partage de l'espace. Ce partage de l'espace, il n'est pas, entre guillemets, à visée ségrégationniste, parce que sinon, on crée une multitude, une parcellisation, entre guillemets, de l'espace qui devient de plus en plus à exploiter pour tout à chacun. Tout à chacun, y compris des gens, on l'a vu ce matin avec le SDIS 78, des gens qui sont dans l'urgence. On est d'accord, le drone, à part effectivement pour les missions de sécurité, mais pour une inspection d'une infrastructure, le pilote d'ULM pour aller d'un point à un point B n'est pas dans cette situation-là. Mais il doit avoir sa sécurité, tout acteur respecté. Pour ce faire, il faut déjà rappeler cette multiplicité. Cette multiplicité, ça passe donc par le terme drone. Je ne vais pas faire l'injure de vous rappeler ce que c'est. Par contre, dedans, c'est peut-être un petit peu plus ambigu, notamment pour une fédération du CNEFAS, la FFAM, Fédération française d'aéromodélisme,
Pourquoi? Parce que ce sont des aéronefs télépilotés, sans personne à bord. L'avantage, entre guillemets, c'est que pour tout le monde, ils sont connus puisque situés, publiés sur des sites accessibles par la route, mais aussi par la carte aéronautique, et y compris embarqués dans certaines bases GPS. Donc ça, c'est un gros avantage, entre guillemets, de la FFAM, c'est qu'elle est publiée, connue de tous, et en plus avec des règles de sécurité alimentaire qui sont l'évolution à vue, avec un pilote de l'aéromodèle et un surveillant qui permet donc d'identifier éventuellement, par le son ou par la vue, un aéronef piloté qui viendrait effectivement dans ce volume. Donc ça c'est, je dirais, une base, entre guillemets, qui est intéressante pour la FFAM. Malheureusement, il n'y a pas que les drones de la FFAM, il y a effectivement les dronistes, des PC, qui, eux, peuvent évoluer principalement dans des zones urbaines, où là, effectivement, à part les hélicoptères du service public, il n'y a pas grand monde qui vole en dessous de 150 mètres. Par contre, il y a des contraintes, notamment dans les zones montagneuses, parce que vous avez là, on rejoint un volume qui est généralement en classe golf, donc espace non contrôlé, où tout le monde peut évoluer, y compris donc des ULM, des parapentistes, des planeurs qui sont sur les pentes. Pentes qui sont généralement, on le sait, des lieux de fréquentation touristique, où dans ce tourisme, on peut trouver un faible pourcentage de dronistes. Donc là, déjà, il y a une petite contrainte. Autre endroit encore assez touristique, donc qui attire éventuellement une population de dronistes, c'est les côtes. Sur les côtes, falaises ou même dunes. La dune du Pilat, pour le Bordelais que je suis, est un grand lieu de rencontre, je dirais, de toute activité aéronautique. C'est aussi un point sensible où l'activité drone doit pouvoir éventuellement cohabiter, mais pour l'instant, il n'y a rien pour la réglementer. Je voudrais simplement rajouter à ce qu'a dit Jean-Philippe, ça va être le ping-pong, hein, pour vous alerter comme ça, sur les sites publiés pour la Fédération d'aéromodélisme. Ils évoluent donc bien à vue de l'aéronef, télépiloté non habité, à moins de 150 mètres. Et quand ils sont à plus de 150 mètres, ils sont publiés bien sûr à l'AIP, ils sont marqués sur une carte, et surtout, toujours, il y a un télépilote à côté, un observateur, en plus du télépilote, qui fait donc son modèle. Donc, ça veut dire qu'ils sont deux pour détecter un aéronef qui pourrait venir, donc sur un site qui est publié, qui est connu de tous. Donc, plus de 150 mètres, il y a un observateur, j'y tiens. Et en plus, dès qu'ils détectent un avion, qu'ils l'entendent, parce qu'ils ont l'avantage par rapport à d'autres avions, c'est qu'ils l'entendent et ça s'entend. Si vous allez sur des sites d'aéromodélisme, on entend un avion de chasse, un avion de la compagnie, un avion, peu importe, on l'entend et il se pose. C'est la réglementaire, enfin, c'est ce qu'a instauré la Fédération d'aéromodélisme sur leur site. Voilà, c'est une fédération qui est assez proactive, hein, justement, pour ne pas être trop impactée par l'arrêté notamment de décembre 2015, qui était assez restrictif en termes d'évolution pour cette fédération. Donc elle a beaucoup travaillé là-dessus. Je reviens donc sur l'impact, entre guillemets, drone en général, hors FFAM. Bon, il y a bien sûr les exercices militaires pour l'activité des fédérations sportives. Encore une fois, ce n'est pas une guéguerre, entre guillemets, entre civils et militaires. Chacun a besoin et la possibilité de voler, sachant que avec l'intégration de plus en plus de drones dans les forces armées, apparaissent de plus en plus de zones réglementées temporaires, qui est le cadre réglementaire pour que des évolutions de drones puissent se faire du côté militaire. Le petit problème, c'est que c'est une prolifération, entre guillemets, de cette zone réglementée temporaire, prolifération d'autant que la plupart dépassent les 150 mètres. Donc, comme je vous l'ai dit, à part les zones montagneuses, les côtes et effectivement les axes proches d'aérodromes un peu enclavés, comme il y en a pas mal, je dirais maintenant en métropole, hein, vous prenez l'exemple de Nantes, le survol de la ville, c'est la finale. Partant de là, généralement, au niveau aviation légère et sportive, on arrive à être largement au-dessus des 150 mètres en dehors de ces zones-là. Mais 150 mètres, comme je vous l'ai dit, pour certaines ZRT militaires, c'est pas le plafond, ça peut aller bien plus haut. On les autour généralement des 2000 pieds. 2000 pieds, là, on est dedans. Donc là, on est bien sûr au sein du SNEFAS en coordination, en amont pour la programmation des exercices. On est consulté la plupart du temps pour avoir justement, et c'est l'intérêt, un moindre impact.
Donc l'avantage, entre guillemets, de cette collaboration qui existe depuis des années entre le SNEFAS et la DIRCAM, la Direction de la circulation aérienne militaire, qui est, entre guillemets, l'organisme régulateur des activités militaires aériennes, c'est qu'on arrive à établir un dialogue constructif et même un programme, une planification. C'est facile, entre guillemets, avec un organisme institué, personnifié, entre guillemets, par 2-3 militaires. Ça l'est beaucoup moins avec une multitude d'acteurs, de dronistes. Donc, on est effectivement très intéressé par se rapprocher au niveau de la FEDC pour justement avoir un vrai contact. Voilà, on s'est rapproché, pardon, pour avoir un vrai contact et pour justement établir une base de dialogue qui permettrait une consultation, parce qu'on a tout à chacun, entre guillemets, à gagner, à connaître nos jeux, nos terrains de jeu et surtout nos capacités d'adaptation à la contrainte. Et je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant à envisager. Enfin, autre implication des drones pour nos fédérations, c'est effectivement, là aussi, lié à l'essor de cette activité économique bien dynamisée par les médias, c'est tout ce qui est vol d'essai, expérimentation, contrôle, parce qu'il en faut, parce qu'il y a des nouveaux secteurs, il y a des nouveaux marchés qui apparaissent. Partant de là, il faut essayer. On comprend très bien, il y a bien des zones d'essai en vol pour les avions, il peut y avoir des zones d'essai pour les drones, il y en a déjà. Encore une fois, ce que nous regrettons, nous, fédérations des usagers de l'aviation légère et sportive, c'est cette prolifération. Surtout qu'il y a déjà des zones qui existent, il y en a plus d'une, entre guillemets, par grande région, et on voit quand même apparaître de nouvelles. Alors, on comprend très bien les besoins des acteurs de ne pas être contraints, mais leur absence de contraintes induit d'autres contraintes. Donc, et notamment pour l'aviation légère et sportive, mais pour d'autres acteurs. On l'a dit tout à l'heure pour les forces de l'ordre. Voilà, c'est une ZRT, quand il n'y a pas de coordinateur, c'est un espace à éviter. C'est un peu embêtant si on doit y intervenir. Qui contacter? Vite fait un téléphone. Un téléphone, quand vous êtes au-dessus de 2000 pieds, ça passe beaucoup moins bien. Donc voilà, il y a ces aspects-là qu'il faut effectivement prendre en compte, sachant que la plupart de ces zones sont généralement à une échelle assez vaste, parce que les essais sont liés à des conditions techniques, météorologiques, de matériel, qui sont difficiles à planifier. Donc on se retrouve avec une ZRT assez grande, avec une possibilité d'activation immense. Donc, par défaut, on l'évite tout le temps. Et à force d'éviter tout le temps, il va falloir à un moment faire un choix entre voler dedans, pas voler, ou rester par terre. Donc, ça nous pose des problèmes. Et enfin, pour finir, donc les exercices militaires. Voilà, les exercices militaires, ça revient un petit peu aux ZRT, mais encore une fois, on est dans la planification. Donc là, on gagne, entre guillemets, à se connaître, à dialoguer et à anticiper, et surtout, je dirais, ne pas créer chacun dans son coin une petite boîte à fermer de l'espace. Tu veux peut-être agir sur celle-ci? Oui, je vais revenir. Donc, on en a parlé. Ces activités particulières, qui sont les surveillances de pipeline, les surveillances de lignes électriques, ça évolue, comme il nous l'a dit, donc, Monsieur Dusdis, souvent à moins de 150 mètres. Donc, à moins de 150 mètres, hors des zones montagneuses ou de côtes, c'est pas trop contraignant. Vous avez bien compris que ce qui était contraignant, c'était des zones qui allaient jusqu'à déjà 2000 pieds, qui étaient contraignants parce que tout d'un coup, les espaces restreints pour l'aviation légère et sportive, il y en a de moins en moins. Et donc, plus on restreint, même si c'est temporaire, plus ça pose des problèmes. Donc, il faut absolument la ségrégation. On n'est vraiment pas d'accord. Je pense qu'on peut travailler ensemble pour une cohabitation. Donc, les activités particulières, contrairement à l'expérimentation où ils demandent des sols à 2000 pieds, ou les exercices militaires, c'est encore plus haut, où ça pose des problèmes pour l'aviation légère et sportive, autant moins de 150 mètres, je ne parle pas des missions de secours, mais des surveillances, donc avec des RRT hors vue. En général, ça ne pose pas trop de problèmes, pas trop de contraintes pour l'aviation légère et sportive et donc pour le CNEFAS. Vas-y. Juste pour finir, voilà, parce que je vois que notre timing est à peu près respecté. J'ai 2 slides, c'est tout. Voilà. Et donc, nous, vous l'avez bien compris, c'est un nouvel acteur, comme on l'a évoqué ce matin, il y a 30 ans, un peu plus que 20 ans. 30 ans, quand l'ULM s'est développé en France, c'était un nouvel acteur. L'ULM est arrivé dans un cadre, entre guillemets, pas trop défini, et a su évoluer, a su se remettre en question, s'organiser par une fédération pour arriver à aujourd'hui où ils sont, c'est-à-dire qu'il y a plus d'ULM en France que d'avions de la FFA. Donc voilà, c'est encore une fois un moyen d'accéder à la troisième dimension,
Et pour conclure, le seul élément, entre guillemets, qui a fait que l'ULM a bien été intégré, c'est qu'il s'est adapté à l'environnement et il a même su mettre en œuvre des dispositifs, notamment la radio, le transpondeur, qui ont permis. On sait particulièrement que ce n'est pas le cas pour les drones, mais il faudra trouver... Attends, Stop. Non, stop. Allez, c'est comme ça toujours. Il faudra trouver juste un artifice, un dispositif électronique. Et pour l'instant, nous, on prône le FLARM, la DSB. Lisez bien la dernière slide parce qu'il a été plus bavard qu'une femme. Et donc, lisez bien la dernière slide. Voilà. Merci. Voilà. Je tiens à signaler que la FFAM a perdu 25 000 licenciés depuis la réglementation qui est de plus en plus contrainte pour eux. Merci. Bonjour à tous. Voilà, je suis effectivement, je travaille au bureau de la réglementation de la navigation aérienne et de l'espace aérien. Donc, nous cumulons au sein de ce bureau la lourde responsabilité de partager l'espace aérien avec nos collègues de la défense, bien sûr, et ensuite d'élaborer la réglementation. Donc, ce que je vous propose, c'est une présentation qui soit axée sur ces deux volets de notre activité. Donc, c'est nous qui faisons défiler ou... D'accord. Alors, voilà donc le point de départ de la présentation, ça va être une carte que vous connaissez probablement assez bien, qui est la carte VFR OACI, enfin, qu'utilisent les VFR principalement, et donc qui décrit une organisation de l'espace aérien. Donc, je vous ai épargné celle de Marseille, par exemple, avec une TMA qui est extrêmement complexe en raison de la nature des activités qui s'y déroulent. Donc, si on regarde un petit peu, on voit des activités de voltige en bas à gauche, là, c'est la zone 6823. On trouve des zones de contrôle terminal, donc ce qu'on appelle des CTR, sur l'aérodrome de Saint-Exupéry. On trouve des zones interdites, les grandes zones circulaires rouges que vous voyez là. On trouve donc des aérodromes avec des procédures d'approche IFR. Bref, un tas d'activités qui se déroulent dans l'espace aérien et qui indiquent donc un petit peu, qui traduit la difficulté qu'on a à organiser toutes ces activités-là. Alors, pour organiser justement toutes ces activités, comment est-ce que nous faisons ? D'abord, qui est responsable de l'organisation ? L'organisation donc de l'espace aérien et son utilisation est donnée conjointement en France au ministre de la Défense et au ministre chargé de l'aviation civile. Donc, pour mettre en place cette responsabilité, on a organisé un directoire de l'espace aérien qui assure donc la coordination des actions de l'État en matière d'organisation et d'utilisation de l'espace aérien, et donc qui est dirigé par le directeur du transport aérien et le directeur de la circulation aérienne militaire. Donc ce directoire se réunit 2 fois par an et il examine donc toutes les questions relatives à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien, et il approuve également donc toutes les créations des espaces aériens permanents et une partie des espaces temporaires donc qui figurent, dont vous avez pu voir une illustration sur la carte que je vous ai présentée avant. Donc, juste une petite question pratique, Ludovic. Pour le temps, tu m'avais dit qu'il y avait un timer qui était... D'accord, merci. Donc, le directoire est une instance décisionnelle qui est supportée par le fonctionnement de 4 CRG en France, donc qui sont des comités régionaux de l'espace aérien, de gestion de l'espace aérien, et qui, eux, participent concrètement, alors de façon très active, avec un bureau exécutif permanent qui est composé d'une partie civile et d'une partie militaire, et que vous avez probablement, dont vous avez probablement connaissance, notamment nos collègues du CNEFAS. Donc 2 réunions par an pour les espaces permanents, et les espaces temporaires sont traités au fil de l'eau. Voilà, donc je vous le signale parce que ce sont 2 processus qui sont un petit peu différents. Ils rendent bien sûr compte au directoire qui approuve les propositions de création d'espace que font les CRG, et ils fonctionnent grâce à des directives. Donc un découpage géographique qui divise l'espace aérien français en 4 parties, qui ne correspond pas exactement au domaine de compétences des FIR, ce qu'on appelle les FIR, les régions d'information de vol des centres régionaux de la navigation aérienne, mais qui se basent plutôt en partie sur leur domaine de responsabilité, mais également sur l'espace aérien situé dans les départements.
comment est-ce qu'on crée de nouvelles portions d'espace? Donc, à titre permanent, c'est après avis du directoire de l'espace aérien par un arrêté conjoint. Donc, ce sont des textes auxquels vous avez complètement accès, hein, qui sont rendus publics, et par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou à titre temporaire, en fait, du ministre compétent pour la nature de l'activité qui est créée. Donc, les portions d'espace, ce sont notamment celles qu'on a vues dans la présentation, dans la première diapositive. Donc, on a des espaces aériens contrôlés, on a des zones réglementées, des zones dangereuses, enfin, toutes les zones que vous connaissez déjà probablement. Donc, si on regarde un petit peu le processus de création de l'espace aérien schématique, hein, voilà, qui est très schématique. Donc, il vous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce processus et de montrer qu'on est dans un véritable processus de collaboration et de coopération, hein, à plusieurs niveaux. Donc, on se base sur l'expertise. Et ce qui est important, je pense qu'il y a deux caractéristiques. La première chose, c'est qu'on se base sur l'expertise des opérateurs locaux, des usagers locaux, et on essaie d'élaborer une véritable concertation entre eux. Donc, elle repose, donc, comme on en a parlé, sur les CRAGALS qui sont pilotés par la DESAC, donc ils se réunissent 2 fois au même rythme, en général, donc au même rythme que les CRG. Donc, on a 2 types de processus de création des espaces, et ça, je pense que les opérateurs qui sont présents dans la salle, voilà, c'est une question qui peut vous intéresser puisque vous êtes habituellement en relation avec la DESAC, les DESAC interrégionales que vous connaissez bien. Donc, vous présentez les demandes à la DESAC et ensuite, elles sont acheminées vers le CRG, plus exactement vers le BEP qui lui assure la consultation de tous les membres du CRG. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on a donc tous les prestataires et les autorités d'emploi de la défense. Et donc, les organismes dans une région, les organismes de contrôle, que ce soit les CRNA ou les SNA, donc les services de la navigation aérienne, sont consultés sur le projet de création de l'espace, qu'il soit temporaire ou permanent. Donc, lorsque une décision de création est validée, on est certain que toutes les parties concernées ont été consultées et ont émis un avis. Alors, même si les CRAGALS n'ont qu'un avis consultatif, c'est-à-dire qu'on les consulte et ils émettent un avis, bien entendu, l'évaluation de sécurité qui est faite sur la création de l'espace tient compte de cet avis des usagers. Et ensuite, donc, ça suit le circuit entre guillemets hiérarchique, hein. Donc, les comités régionaux proposent au directoire de valider les espaces et nous créons ensuite, donc nous prenons les dispositions réglementaires, c'est-à-dire publier des arrêtés ou des décisions pour les espaces temporaires. Voilà donc pour que vous ayez en tête le schéma, le principe de fonctionnement général de la création d'espace. Alors les drones dans tout ça, les drones donc comme on l'a dit, ont un fonctionnement un petit peu particulier. Donc là on a les principes généraux d'organisation de l'espace aérien et les drones sont, entre guillemets, l'utilisation des drones dans l'espace aérien est réglementée par un arrêté, donc qui a été évoqué ce matin à plusieurs reprises, notamment par Nicolas. Donc cet arrêté, je suis très heureux d'avoir entendu que la réglementation actuelle permettait d'une part d'octroyer des dérogations pour des services d'urgence, et dans ce cas-là, voilà, on sait que c'est tout à fait justifié. Et également, ce qu'on peut dire sur cette réglementation, c'est que c'est une réglementation qui a évolué depuis de nombreuses années, et pour nous, elle capitalise sur l'expérience qu'on a acquise aussi bien par la DESAC que par la DSNA en matière d'utilisation et de coordination entre les prestataires de services de navigation aérienne et en matière d'évaluation et d'atténuation de la sécurité. Alors, ce qu'il est important de dire, c'est que, donc, voilà, si on regarde, hein, une fois, là, vous avez une carte géoportail que là encore, peut-être les opérateurs de drones connaissent encore mieux que nous. Donc, c'est une carte qui permet, en application de l'arrêté espace, permet d'identifier les zones dans lesquelles il existe des restrictions de survol. Donc, les gros rectangles multicolores que vous apercevez sont les zones qui sont affichées, qui sont réglementées aux abords des aérodromes. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que l'arrêté de 2015, du 17 décembre 2015, définit des règles générales d'utilisation de l'espace aérien et de circulation des drones. Donc on a retrouvé ce que disait Patrick Cipriani ce matin, une ségrégation pour le moment qui est en altitude jusqu'à 150 mètres, et dans certains cas, comme le soulignait le CNEFAS, qui peut aller au-delà lorsque les activités se pratiquent sur des localisations d'activités d'aéromodélisme. Donc le principe, c'est le vol à très basse hauteur. Les restrictions en zone peuplée pour les activités particulières et les expérimentations, donc là, qui sont décidées par le préfet lorsque, en tant qu'opérateur, vous faites une déclaration d'activité de vol
dans une zone peuplée, donc en général au-dessus d'une agglomération, mais ça peut être au-dessus de rassemblement de personnes pour un concert. On a eu des demandes qui concernent par exemple les concerts des Vieilles Charrues, etc. Et ensuite, donc, on a un ensemble d'autres restrictions qui sont réglementées et qui sont définies dans l'arrêté de drone. Donc, ce sont les zones militaires, la proximité des aérodromes et les cœurs de parcs naturels. On vient d'avoir, je pense que vous avez entendu à l'actualité, la publication la création d'un parc des forêts et qui établit donc spécifiquement des restrictions de survol. Et par contre, donc, on a un principe de notification de vol hors vue. Donc ça, ce sont les principes généraux. Et lorsqu'on a besoin, on établit une ségrégation physique en créant des zones d'activité, des zones réglementées temporaires. Et donc le principe général est plutôt d'avoir une sorte de flexibilité dans nos espaces et avoir le moins recours possible à la création de zones, qui sont toutefois nécessitées pour certaines activités. Donc, le contexte, l'avenir, puisqu'on a vu que c'est un des maîtres mots du sondage qui est ressorti tout à l'heure. Donc, l'avenir, c'est que les principes nationaux, au regard de la réglementation européenne, seront à peu près conservés. C'est-à-dire que le règlement de 2015, l'arrêté que vous connaissez, nous permettra, les principes seront maintenus, généraux. Donc, il faudra cependant qu'on adapte la dénomination des éléments, de certains éléments, pardon. La publication est attendue, donc il faudra par contre qu'on utilise de nouvelles zones géographiques, mais ça c'est un détail puisque les zones existent déjà. Et en ce qui concerne le projet U-Space, donc qui est le projet de règlement, qui vise à organiser la fourniture des services pour les opérateurs de drones dans certaines portions de l'espace, il est en cours de préparation, mais voilà, pour nous, il nous semble quand même que, et ça rejoint un petit peu le processus que l'on a effectué en France pour faire évoluer l'arrêté de 2015, c'est qu'on a encore besoin d'un certain nombre de travail, puisque récemment, il y a un mois, Eurocontrol a présenté son concept opérationnel. Alors, il y a eu des travaux qui ont été présentés soutenus par la recherche européenne dans le cadre de César. Et on se rend compte que, de façon théorique, il y a de nombreuses avancées technologiques. Il y a des solutions très ingénieuses pour assurer l'anti-collision ou l'anti-abordage, mais il reste quand même beaucoup de solutions réglementaires à établir. Et quand je parle de solutions réglementaires, ce sont des solutions pratiques qui soient sûres et durables. Donc ça veut dire redéfinir des règles de l'air, définir les niveaux de performance des services, la fiabilité des aéronefs. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. Voilà donc ce que je peux dire sur l'évolution du texte. Ah oui, ce que je peux dire aussi également, c'est que j'ai entendu beaucoup d'éléments sur l'arrêté actuel, mais on travaille actuellement aussi à son évolution. Donc avec la DIRCAM et la DESAC, voilà, on est en train d'essayer de réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut, on a parlé des opérations grande élongation, j'essaie de rentrer dans les 15 secondes qui me restent. Donc voilà, donc on a parlé des opérations grande élongation et on essaie de voir dans quelle mesure on peut les autoriser en maintenant le niveau de sécurité. Voilà, 4, 3, 2, 1. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci à vous.